Bonsoir, nous sommes repartis pour une nouvelle semaine d'échanges, de débats, de partage au 39-21. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de thème imposé. Vous vous trouvez dans une situation un peu compliquée. Vous avez besoin d'un avis, d'un éclairage extérieur. Vous m'appelez au 39-21 et on en parle ensemble. Vous pouvez aussi donner votre avis en nous envoyant un courriel sur le site europe1.fr, un SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et si vous voulez partager vos expériences à tout moment, puisque nous sommes en direct, vous pouvez nous rejoindre au 39 21 qui est le standard d'Europe 1. Vous y serez accueillis chaleureusement ce soir par Justin et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Avant toute chose, merci d'avoir retenu mon appel et merci à Justin que j'ai eu au téléphone pour sa gentillesse, parce qu'il a réussi à un peu me mettre en confiance puisque je suis assez finalement stressé de passer à la radio ce soir. Il vous écoute avec un grand sourire, voilà, ça lui fait plaisir ce que vous lui dites. Mais bon, C'est bien qu'il y en ait aussi pour eux, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable là, tous les soirs, à vous accueillir. Et vous avez raison, Sonia, à vous mettre en confiance, parce que c'est pas facile, souvent surtout les quelques minutes avant l'antenne, ou parfois quand vous nous envoyez un courriel, et puis ils vous rappellent, ce sont eux qui reçoivent les courriels, on les lit ensemble, mais bon, ce sont eux qui vous rappellent et qui vous donnent l'impulsion nécessaire pour dire allez, courage, parlez-en puisque vous avez fait le premier pas. Il faut rendre hommage effectivement à tous ceux qui font en sorte que tout se passe pour le mieux, en effet. Alors moi, je ne sais pas par où commencer, peut-être par un constat d'échec par rapport à ma vie sentimentale, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Justin. Mm-hmm. J'ai connu deux histoires importantes dans ma vie avec deux hommes qui apparemment étaient très différents et qui en fait se sont avérés être des homonymes. Je ne suis pas encore dans la synonymie, mais bon, ce n'était que des homonymes. Et en fait, je me rends compte maintenant que je me suis séparé du second il y a pas très longtemps, que j'ai pendant toutes ces années été dans la reproduction d'un schéma qui finalement ne m'a rien apporté. Enfin, c'est-à-dire que je me retrouve à la case départ. Et j'ai essayé en fait de comprendre pourquoi avant de décrocher mon téléphone et de me dire mais c'est bien sûr demande l'avis de Caroline Dublanche. Donc voilà. Je sais pas par. Mais déjà vous avez un avis sur la question puisque vous me dites que ces deux hommes se ressemblaient. Alors en quoi? Alors ils se ressemblaient non pas physiquement. Oui, ça j'ai cru comprendre, mais dans leurs traits de caractère, dans leur personnalité. C'est-à-dire que bon, ça va sûrement pas leur faire plaisir s'ils écoutent, mais c'est pas bien grave. Disons que c'est des gens qui, à un moment donné de leur vie, avaient besoin d'une béquille en fait, une béquille au sens figuré bien évidemment, et je suis arrivé à ce moment-là en fait. Voilà, j'ai l'impression que je suis arrivé à ce moment-là, et à chaque fois. Je suis d'abord passé par une phase de rejet, c'est-à-dire pas rejet de ma part, mais ce sont eux qui m'ont d'abord rejeté en me disant que rien n'était possible, mais que voilà, nous n'avions pas d'avenir commun et qu'aucune relation durable ne pouvait se construire entre nous. Et finalement, j'ai pris ça un peu comme un défi parce que j'aime beaucoup relever des défis également. Et je me suis dit, non, ça va fonctionner. Voilà. Donc, je me suis à chaque fois retroussé les manches jusqu'à obtenir ce que je voulais entre guillemets en fait.
Et dans les deux cas, ça a duré 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi, nous vivions ensemble. Et dans les deux cas, en fait, c'est moi qui me suis installé dans l'appartement de l'autre, en fait. Mhm. Et ensuite, c'est moi qui à chaque fois forcément ai dû partir, puisque ce n'était pas mon appartement. Et finalement, je laissais derrière moi un garçon, j'allais dire, ouais, c'est marrant, un compagnon un petit peu moins boiteux, quoi. J'avais l'impression que j'avais un peu joué mon rôle de béquille et qu'à un moment donné, j'ai eu un sursaut qui me disait à chaque fois, mais et toi dans cette histoire, où tu es, quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Qui est-ce qui toi te soutient quand tu en as besoin? Où est ta béquille, en fait? Mmh. Et à chaque fois, je me rendais compte que finalement, je n'en avais pas et que je devais toujours pallier au manque de la personne avec qui je vivais sans avoir cette réciprocité au niveau du soutien. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Oui, c'est-à-dire que vous donniez beaucoup, vous vous investissiez beaucoup et il n'y avait pas beaucoup de retour. Il y avait pas cette réciprocité dont vous parlez. Mais finalement, c'est intéressant. C'est souvent le risque dans ces relations quand on rencontre quelqu'un qui est dans un moment comme ça de fragilité, qui a besoin de l'autre un peu pour se réparer à un moment donné de son existence. C'est que quand il va mieux, pour reprendre votre expression, il est un peu moins boiteux, il peut vous laisser tomber. Oui, mais il peut vous laisser tomber parce que à ce moment-là, il n'a plus besoin de vous. Mmh. Il n'a plus besoin, et puis en plus, vous l'avez vu à un moment de sa vie où il n'était pas bien, ce qui n'est pas gratifiant pour lui. Mais vous savez, avec le recul, évidemment, tout est toujours plus facile et tout est toujours plus limpide. Et je me souviens parfaitement de la rencontre à chaque fois, et c'est l'image que j'ai utilisée tout à l'heure pour parler à Justin, où je lui disais qu'il y avait une lanterne rouge au-dessus de leur tête à chaque fois, qui me disait mais prends tes jambes à ton cou et va-t'en, quoi, va-t'en très très loin, parce que ça, tu vas jouer effectivement un petit peu le Saint-Bernard, et puis ça. Oui, mais alors pourquoi vous jouez les Saint-Bernard? Parce qu'elle est là la question, Kamel, finalement. Parce que ces hommes à chaque fois aient des fragilités, que vous soyez allé vers eux. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettiez dans cette position-là? Peut-être évidemment c'est assez paradoxal, parce que quelque part j'ai ce besoin d'aider l'autre, mais en même temps j'ai une peur bleue d'être rejeté. Donc je m'investis, je me surinvestis au point de réussir à, entre guillemets, me rendre indispensable pour espérer obtenir une légitimité. Vous voyez, ça me permet de me dire que j'ai gagné ma place, en fait. J'ai mérité d'être dans une relation stable, puisque vous êtes utile. Puis voilà, exactement. Et vous êtes digne là d'être aimé parce que au fond vous apportez quelque chose. On a besoin de vous. Voilà, tout à fait. Mais qu'on puisse vous aimer pour ce que vous êtes, ça vous en doutez. Quelque chose que je n'ai pas encore connu au cours des 33 dernières années de ma vie. Oui, mais parce que d'une certaine façon, vous ne choisissez, vous choisissez inconsciemment au fond ces hommes. Vous allez là dans les deux histoires dont vous me parlez vers des hommes qui à un moment étaient un peu fragiles, mais vous laissez choisir plus que vous n'êtes choisi quand même d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'allez pas vers ceux qui seraient susceptibles de vous plaire parce que vous doutez trop de vous.
oui, c'est vrai. Il y a aussi ce côté, effectivement, manque de confiance. Mais c'est fou parce que aujourd'hui encore, j'étais sur le point de reproduire ce même schéma. C'est-à-dire que j'ai rencontré un garçon qui, au demeurant, mon Dieu, n'a absolument rien pour me plaire, quoi, si ce n'est un regard intéressant. Mais c'est déjà pas mal. Clairement dit, oui, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, effectivement. Il m'a clairement dit que bon, voilà, c'est absolument inenvisageable et que il se passerait jamais rien entre nous. C'est marrant, mais c'est un défi. Je l'ai entendu, mais j'ai absolument pas écouté en fait. Voilà, je me sentais à nouveau prêt à reprendre mon bâton de pèlerin et puis à me dire oh non, mais c'est pas grave, tu dis ça maintenant, mais bon, tu changeras d'avis, quoi. Et après j'ai eu un je sais pas, une espèce de Dominique Riquet à côté de moi qui m'a donné un coup de pied aux fesses et qui m'a dit mais non, quoi, enfin sors de ce truc, essaie de briser ce schéma de répétition une bonne fois et puis voilà, quoi, voilà. Je crois que ça serait important, oui, d'en sortir, parce qu'au final, vous en sortez malheureux de ces histoires. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose certainement dans la fragilité chez ces hommes qui vous touche, qui vous émeut, et qui fait écho à quelque chose chez vous aussi. Au fond, parfois, ce que vous leur apportez, ce que vous leur donnez, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez vous recevoir. Trouver chez l'autre. Quand vous dites au fond qui s'occupe un peu de moi, qui est une béquille pour moi, mais c'est aussi dans votre conception de l'amour finalement où ça doit être dans le besoin de l'autre. Hein. Il y a quelque chose là quand même à considérer aussi. Peut-être, oui. Mais je crois que Parce que c'est vous qui finalement êtes comme dit Laurent, qui envoie un petit message, être bancal dans l'histoire, au final. Eux, ils se restaurent. Oui. Et vous en sortez bancal. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, je me dis que j'essaie de comprendre pourquoi, en fait. Oui, mais on va pas démêler ça comme ça à l'antenne. Oui, vous imaginez bien, Kamel, parce qu'il y a quelque chose derrière. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, à savoir que vous êtes en train de répéter dans deux histoires qui ont... Vous avez quel âge ? 33 ans. Ah, dites-moi un âge particulier. Canonique, non, c'est pas ça, mais l'âge du Christ. Ah oui, donc, il est effectivement temps de faire quelque chose là. Il faut avancer. Quand vous parlez de constat d'échec, il est trop tôt pour tirer un constat d'échec à 33 ans de votre vie amoureuse. Mais vous partez de deux histoires d'amour qui ont compté pour vous dire bon, au fond, je sors de deux histoires qui ont compté. Et il y avait d'énormes similitudes dans ces histoires, dans la durée, dans la personnalité de ces hommes que vous avez aimés. Là, vous en rencontrez un troisième. Finalement, il y a des choses qui se profilent. Vous seriez prêt à foncer de nouveau dans le mur. Ah oui, mais... Donc, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui vient certainement d'assez loin de votre histoire, d'une image de vous, comme vous dites, vous avez l'impression qu'il faut en faire beaucoup pour simplifier, résumer un peu, pour être aimé, qu'il faut donner beaucoup, qu'il vous faut donner plus, peut-être plus que le commun des mortels pour recevoir un peu. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez une image de vous finalement vous-même un peu fragile, une estime de vous-même assez faible, je dirais. C'est peut-être là-dessus qu'il y a à travailler. Non, c'est
intéressant ce que vous me dites, parce que paradoxalement, c'est vrai que je renvoie toujours l'image de quelqu'un de quelqu'un de solide, hein, qui a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés dans le sol et qui sait où il va, quoi, en fait. Hein. Vous pouvez être cela et vous devez aussi être cela, et je pense que c'est certainement pour cette raison que il y a chez vous que les hommes sont attirés, ce type d'homme fragile est attiré par vous. Mais donc vous avez certainement cela en vous. Donc cette partie-là, c'est pas qu'une image, mais il y a aussi quelque chose d'une fragilité et d'un manque d'assurance. Oui, d'accord. Il y avait aussi cela, voyez. Mais ça, je ne pense pas que ça soit qu'une image. Quand vous dites j'ai cette image de quelqu'un de fort et de quelqu'un de solide, je ne pense pas que ça soit qu'une image. Vous pouvez être tout à fait posé, sachant où aller, bon. Mais, et cela attire aussi, c'est pas un hasard si, bon, vous attirez ce type de personnes et vous êtes, mais je pense qu'il y a malgré tout une assez faible estime de vous-même. Et que ça serait à travailler. En tout cas, pour conclure d'ailleurs, il y a le message d'Isabelle qui dit « Avez-vous dû vous donner du mal pour mériter le regard d'un de vos parents ?» qui expliquerait peut-être ce fonctionnement dans vos relations amoureuses. Alors, les relations avec mes parents, alors là, je crois qu'il nous faudrait quelques mois de discussion, mais oui, et on n'a pas non plus toute la nuit. Je comprends bien. Alors, quelques mois, vous irez peut-être en parler, vous pourrez aller en parler quelques mois avec un thérapeute. Hein. Oui, peut-être que ça me ferait le plus grand bien, effectivement, d'essayer d'en parler à quelqu'un qui me permettrait d'aller au fond des choses et d'éviter justement cette reproduction de schémas. Mais effectivement, les relations avec mes parents ne sont pas d'une simplicité commune, oui, effectivement. Effectivement. Pour faire bref, hein, j'ai encore quelques minutes, je ne sais pas. Rapidement, parce qu'il y a d'autres appels. Pour faire bref, j'ai plus de contact avec mon père depuis 4 ans, 5 ans peut-être. Oui, 5 ans. Et j'ai une mère qui est bipolaire en fait, hein, depuis que je suis très jeune. Donc voilà, mes relations avec les parents sont assez compliquées, mais j'ai de meilleures relations évidemment avec ma mère qu'avec mon père de fait, quoi. Oui, mais une mère qui a toujours été quand même dans une fragilité psychologique. Oui. Donc vous connaissez. Oui. C'est un domaine qui est familier pour vous. Même si les hommes que vous avez aimés ne sont pas dans ce type de fragilité, mais c'est quelque chose. Vous avez été depuis, dites-vous quand même depuis votre enfance, amené à porter. Oui, c'est vrai. À porter, à tenir un rôle qui n'était pas vraiment le vôtre. Donc, il peut y avoir, si vous voulez, ça peut donner ce double, une personnalité comme ça, très singulière, qui, à la fois, une hyper maturité dans beaucoup de domaines. Ce que vous disiez, quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules, sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, qui sait où il va. Et puis en même temps, par certains côtés, une grande fragilité aussi sur un plan affectif. Parce que quand on a eu comme ça des parents dans des fragilités psychologiques importantes, voire dans des problèmes de maladie, de souffrance mentale, l'enfant est mis dans une position très particulière et il grandit un peu trop précocement et donc ça crée quand même, je vous dis, à la fois cette hypermaturité parce qu'il
prend quand même en charge son parent, surtout s'il n'est pas aidé par l'autre, pas porté par d'autres, parce qu'après ça dépend de l'environnement dans lequel il évolue, évidemment. Ouais. Et au détriment je vous dis, ça crée certaines failles quand même, une certaine fragilité qu'on peut tout à fait travailler, qu'on peut tout à fait. Oui, j'espère bien qu'effectivement à 33 ans, les choses ne sont pas écrites pour rien n'est jamais écrit. Mais je vous dis encore une fois, ça dépend aussi de l'environnement, du rôle de l'autre parent, de tout l'environnement familial, psycho-affectif de l'enfant, bien sûr. Ouais, d'accord. D'ailleurs, Laurent, ça sera le dernier message qui dit: que voulez-vous réparer en servant de béquille? Et oui, on est en plein. Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. Il a raison. Et qui vous dit: allez en parler. Ça vous ferait certainement du bien. Écoutez, je vais suivre ce judicieux conseil et je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je vous en prie, Kamel. Et merci beaucoup à Justin également. J'insiste. Et Christophe qui envoie un petit courriel qui dit: parfois c'est aussi le Saint-Bernard qui n'est plus intéressé une fois que la personne va mieux. Ah, ça, les vrais Saint-Bernard, ils sont là pour secourir les personnes, et puis après, une fois qu'elles vont mieux, oui, ils s'en vont. Mais dans la vie, c'est rarement le cas. Oui, c'est vrai que ça. Et c'est Saint Christophe qui nous dit ça, voilà, par courriel. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. Allez, bonne chance pour vos prochaines relations. Au revoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, nous sommes toujours à la recherche de témoignages pour l'émission spéciale qui va être consacrée à la décennie de cette libre antenne. Si vous avez témoigné tout au long de ces 10 ans, dites-nous si cela vous a permis de débloquer une situation. Est-ce que cela a provoqué un déclic chez vous, une prise de conscience? En quoi le fait d'avoir témoigné à l'antenne a été déterminant à un moment de votre vie? Est-ce que cela vous a apporté beaucoup de réconfort? Dites-nous pourquoi cette émission a compté pour vous. Venez nous le raconter au 39 21 choix 2. Je répète, 39 21 choix 2. Donc vous vous laissez guider par le répondeur et vous n'oubliez pas de laisser votre prénom et votre numéro de téléphone, surtout pour que l'on puisse vous rappeler. Donc dites-nous en quoi le fait d'avoir témoigné à l'antenne a pu changer votre vie. Cette émission du 9 décembre aura lieu en public. Et oui, ça sera la première fois en 10 ans qu'elle aura lieu en public. Donc si vous avez envie de venir y assister, eh bien vous pouvez vous inscrire dès à présent au 39 21, pareil, choix 2. Vous laissez votre prénom, un numéro de téléphone, n'oubliez pas surtout. Je vous précise que les places sont limitées, donc si vous voulez vous inscrire, faites-le assez rapidement. Petite précision, l'émission aura lieu aux horaires habituels, donc de 23h à 1h du matin, c'est important, ça n'aura pas lieu en pleine journée, de 23h à 1h du matin, dans les studios d'Europe 1, donc à Europe 1, au 26 bis rue François 1er, dans le 8e arrondissement à Paris. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire pour assister à l'émission du jeudi 9 décembre, 39 21 choix 2, votre prénom et un numéro de téléphone. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline, je vous remercie pour toutes ces nuits partagées. Merci. Moi j'aurais aimé demander aux auditeurs s'il y a des personnes qui ont été chez un thérapeute ou un psychiatre qui travaillaient en parallèle avec l'hypnose sur l'agoraphobie, la spasmophilie, sur l'éthique, savoir ce qui en est ressorti. Oui. Et en même temps, vous posez une question. Que pensez-vous de l'hypnose en tant que thérapeute? Alors, l'hypnose, écoutez, alors je pense que ça peut être une méthode intéressante.
Ça me sera un peu difficile. Je peux en parler que de façon théorique, parce que je ne l'ai pas pratiqué moi-même, ni en tant que thérapeute et ni en tant que patiente. Donc c'est du coup un peu compliqué, parce que contrairement à l'analyse, vous voyez, je peux en parler des deux côtés de la barrière. C'est vrai que l'hypnose, ça remonte à très loin, parce que j'avais à la fac une prof qui était psychologue, puisqu'il y a même des psychologues qui pratiquent l'hypnose, ericksonienne, puisque c'était oui, c'est une méthode très connue, l'hypnose ericksonienne. Il y a plusieurs types il y a plusieurs méthodes, hein. Et donc moi j'aimais beaucoup cette prof, mais enfin ça je pense que vous en fichez un peu, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et alors elle pratiquait cela avec des personnes qui avaient vécu des traumatismes, elle disait que il y avait de très bons résultats, et qu'effectivement ça n'avait rien à voir avec l'hypnose de foire, tout ce qu'on pouvait entendre, vous voyez, ou ce qu'on peut encore voir parfois sur des plateaux de télévision où on endort les gens en moins de 2, puisque finalement il y a un état de conscience qui subsiste dans l'hypnose. Donc je pense que c'est une méthode qui vient à bout de nos résistances, et pour des personnes parfois qui ne sont pas tellement à l'aise avec le langage, qui, quand le corps parfois prend le dessus, hein, dans ce que les exemples que vous me donnez là, l'agoraphobie. Oui, la spasmophilie. Oui, c'est ce dont vous souffrez ? Non, pas spécialement. D'accord. Non. Parce que l'agoraphobie, oui, c'est. Et pourquoi vous me donnez ces exemples-là, alors, Marie ? Bon, j'aurais pu prendre l'éthique, j'aurais pu prendre, J'ai donné ça au hasard pour savoir si des auditeurs s'étaient fait soigner d'agoraphobie, de spasmophilie par un thérapeute qui utilisait l'hypnose. Alors on va lancer le 3921. Ça serait intéressant d'avoir des témoignages effectivement d'auditeurs, d'auditrices qui seraient allés voir un thérapeute et qui auraient eu recours comme ça à l'hypnose. Je pense parfois pour un sevrage tabagique, pour enfin il y a de multiples indications par rapport à l'hypnose, et n'hésitez pas à témoigner au 3921. Mais j'imagine, Marie, si vous appelez, c'est parce que vous avez quand même, si vous vous posez des questions sur cette pratique, c'est que vous envisagez peut-être d'aller consulter pour quelque chose en particulier, non ? Oui, plus pour ma fille, disons. Ça serait. Alors bon, moi j'avais déjà passé par l'hypnose pour le tabac, ce qui m'avait enlevé des médicaments que je prenais depuis des années, donc j'étais accro, et ça m'avait pas enlevé le tabac, mais tout ce qui était médicaments. Maintenant, ça fait 3 ans que je n'en prends plus. Voilà. Et j'aurais voulu savoir si sur les peurs, sur des troubles différents, si ça marchait aussi. Bon, l'appel est lancé, en tout cas, on attend pour le 3921. Il y avait si vous voulez, Freud au départ, Breuer, avant lui, donc il a commencé avec l'hypnose. Oui. Avant, il a travaillé avec des patientes, et notamment des patientes hystériques, avec des séances d'hypnose. Oui. Bon, justement parce que par rapport à toutes ces manifestations qui touchent le corps, et pour des personnes qui ont du mal à s'exprimer là où le corps prend le relais, l'hypnose peut être une indication. Parce que si vous voulez, on vient à bout plus vite des résistances. C'est vrai qu'on entend, pour certaines personnes, se trouver face à un thérapeute. Certains vont dire, je me sens bloquée, je n'arrive pas à parler. Donc, dans cet état de semi-conscience induit par l'hypnose, il y a des choses qui vont se débloquer,
des souvenirs qui vont apparaître, qui vont pouvoir être repris et travaillés. Alors après, il est important c'est comme tout, hein, d'être entre les mains d'un bon thérapeute. Et d'un thérapeute, vraiment, il y a des écoles, et de s'assurer que c'est un thérapeute qui a vraiment... Ah oui, mais un hypnothérapeute, voilà, qui est vraiment, qui a été formé, et qui a une formation vraiment qui tient la route, parce que il peut y avoir de faux souvenirs. Oui. Oui, qui peuvent être induits comme parfois, si vous voulez, comme dans des, si vous voulez, des rêves, hein, dans ces histoires de rêves éveillés, où finalement il y a eu parfois des problèmes avec si vous voulez, où la personne pouvait penser que dans des histoires de traumatisme notamment, et des traumatismes où elle pensait que il y avait eu notamment des histoires d'abus sexuels, alors que c'était pas si simple que ça. Il peut y avoir des faux souvenirs induits par l'hypnose. Donc ça mérite vraiment d'être travaillé par la suite. Vous voyez, on ne laisse pas quelqu'un comme ça partir. Donc il faut s'assurer quand même de savoir avec qui on pratique cela. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc vous parlez de psychiatres, ça peut être aussi des psychologues, mais enfin, je veux dire, qui pratiquent cette méthode depuis quelque temps et qui ont été formés à une bonne école. Oui. Alors, je reçois des messages déjà par SMS. Michel qui me dit: j'ai arrêté 42 ans de tabagisme grâce à l'hypnose. Ça, beaucoup de personnes, hein, je sais, grâce à l'hypnose, ont arrêté le tabac. Il y a un déconditionnement qui se met en place. Il y a également... alors je crois que c'est Audrey qui dit: je suis sortie de l'agoraphobie avec l'hypnose. Pourtant, je ne sortais plus de chez moi pendant 1 an. Et en 10 séances d'hypnose, j'étais guérie. Oui. Bon. Voilà des témoignages comme ça. Quel âge a votre fille, Marie ? Elle a 23 ans. Et elle souffre d'agoraphobie ? Oui, tout à fait. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis le mois de juin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un traumatisme tout bête, un malaise. Et après, ce malaise est toujours resté ancré en elle. Donc peur d'avoir un malaise, peur de tomber, peur, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé Elle a fait un malaise en conduisant, tout simplement. Un malaise en conduisant. Oui. Oui. Mais elle a eu un accident quand même. Non. Elle a, si vous voulez, avant d'être complètement partie, elle a pu s'arrêter. Et puis elle s'est retrouvée toute seule, perdue, voilà, au milieu de l'autoroute. Oui, c'est angoissant. Voilà. Et depuis là, on lui a dit qu'elle avait une agoraphobie, parce que maintenant elle a toujours peur d'avoir ces malaises. Que ce soit dans la rue, que ce soit chez elle, que ce soit... Voilà. C'est devenu en quelque sorte une obsession. Ça veut dire qu'elle a arrêté ses études, elle travaillait ? Oui, elle a arrêté ses études. Elle faisait des études ? Je vous entends pas bien, on m'a parlé dans le casque au même moment. Oui, non, elle faisait des études, donc pour le moment elle a mis une parenthèse. Parce qu'elle ne peut plus, aller de l'avant, quoi. Mais elle est suivie actuellement ou pas ? Oui, elle va être suivie. C'est pas qui ? Évident. Hein. Par qui ? Par une psy. Parce que là, elle n'arrive pas à sortir. Oui et non. Oui, mais là, il faut pas qu'elle reste comme ça, non, parce que plus elle va rester à s'enfermer, plus son malaise va s'accentuer. Quand est-ce qu'elle va rencontrer elle va voir une psychiatre, là ? Oui, cette semaine.
Oui, parce que là, quand même, par rapport à de l'agoraphobie, quand même sévère suite à un stress, semble-t-il, post-traumatique, ça serait important, c'est bien qu'elle rencontre cette psychiatre, hein, parce qu'au moins qu'elle puisse avoir un traitement là. Oui, tout à fait. Oui. Et moi, je pensais l'emmener, par la suite, hein, s'il faut faire plusieurs, je pense, thérapeutes pour trouver le bon, vers quelqu'un qui travaillerait aussi l'hypnose. Et pourquoi vous songez à l'hypnose, vous ? Parce que c'est une chose en quoi je crois beaucoup. Voilà. Oui, mais alors, je vais vous dire au départ, laissez-la, déjà, attendez. Un petit conseil quand même, hein, Marie. Si elle voit cette psychiatre cette semaine, attendez de voir comment ça se passe avec elle. Oui. Parce que il n'est pas bon, et ça répond à la question d'un auditeur qui me posait la question au départ, dans un premier temps, de multiplier les thérapies. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous savez, quand on les multiplie, on en annule les effets. Oui. Hein? Donc, ça peut se faire dans des temps différents, mais pas en même temps. Donc, vous pourrez en parler, si vous voulez, avec la psychiatre, voir en fonction du diagnostic qu'elle va poser, voir... Parce que déjà, le traitement qui peut lui être prescrit, si elle en a besoin, peut améliorer cet état-là. Parce que là, il y a quelque chose de vraiment, semble-t-il, post-traumatique à cet accident qui a été certainement très angoissant pour elle, qui peut réactiver certaines choses. Bon, déjà, le fait d'avoir un malaise au volant, peut-être elle aurait pu avoir un accident, heureusement elle a pu s'arrêter avant, mais se retrouver perdue au milieu de l'autoroute. Enfin, tout d'un coup, elle est perdue. Ça a dû réveiller beaucoup d'angoisse chez elle, au point de plus arriver à sortir. Il faut quand même qu'elle puisse, peut-être qu'elle a des choses à dire autour de ça, au fond, votre fille. Vous ne savez pas. Vous, ce qui a pu fonctionner pour vous, peut-être que votre fille, au fond, elle pourra mettre des mots autour de ça. Oui. Vous voyez ? Oui, donc, après tout, elle arrivera peut-être à en parler, ce qui serait une bonne chose, de dire ce qu'elle a pu ressentir et éprouver à ce moment-là. Hein, déjà, si elle commence à pouvoir mettre des mots, ça serait une bonne chose. Oui, ça serait une bonne chose. Alors, vous verrez, dans un premier temps, après, bon, effectivement, vous pourrez aller voir un thérapeute qui pratique l'hypnose. Je comprends tout à fait que vous ayez envie de sortir votre fille de cet état-là. Mais je crois, ne multipliez pas tout ou alors parlez-en à la psychiatre, enfin, parce que peut-être que la psychiatre va lui prescrire un traitement et pas de thérapie. Donc, auquel cas, vous pourrez, si elle lui prescrit un traitement d'antidépresseurs, parce que dans les cas d'agoraphobie, ça peut considérablement améliorer l'agoraphobie, à ce moment-là, vous pourrez aller voir quelqu'un qui pratique l'hypnose. Oui. Vous voyez, mais on fait pas, si vous voulez, par exemple, de la thérapie comportementale avec de la thérapie analytique en même temps. On peut faire d'abord de la thérapie comportementale pour traiter le symptôme qui nous empoisonne l'existence, par exemple une phobie. Hein ? Et puis, si on a envie, après, de comprendre peut-être ce qu'il y a un peu derrière, eh bien, on peut faire une thérapie de type analytique. Ou parfois, non, on reste à la thérapie comportementale. Mais on va pas à la fois chez le thérapeute comportemental et puis chez un thérapeute qui fait de l'analyse. Parce que plus on multiplie les séances, les thérapeutes, surtout, on en annule les effets. C'est comme finalement, j'ai envie de dire, les histoires d'amour. Quand on est dans plusieurs, on est dans aucune, souvent. Hein ? La comparaison est un peu audacieuse, mais bon. Vous souhaitiez des réactions ? On a Thierry qui est avec nous au 3921. Ah, il n'est pas encore là. Bon, on va l'appeler dans quelques temps. Alors, il y a Teddy qui dit combien coûte une séance d'hypnose ? J'essaie d'arrêter de fumer. Je ne sais pas, mais ça doit être 45 €. Oui, ça doit être comme la séance chez un psy, hein, à mon avis. Hein, ça dépend. Voilà, 45 €. Vous aviez la séance d'un psy. Alors, les séances des psys, ça dépend du psy, mais je pense que c'est ça. Il y a également Prune qui dit ne mélangez pas les psys et laissez-la choisir. C'est important.
Alors, quelqu'un me dit, j'ai connu une grave dépression durant laquelle j'ai eu des séances d'hypnose ericksonienne par un psychiatre, mais il y avait trop de résistance. Alors, il faut savoir, oui, qu'il y a des personnes chez qui l'hypnose, ça ne marche pas parce que ils résistent et donc ils n'arrivent pas. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui n'est pas prêt à l'être. Vous voyez le côté hypnose de foire, d'or, je le veux, c'est pas vrai. Hein, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui n'est pas prêt, qui résiste, ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez, c'est à chacun de trouver la méthode qui est la plus appropriée. C'est pour ça que je vous disais, ça rejoint ce que vous dit Prune, pour ce qui a fonctionné pour vous, Marie, ça ne fonctionnerait pas forcément pour autant pour votre fille. Et c'est important qu'elle ait son libre arbitre. Tout à fait. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir réagi rapidement à l'appel de Marie, qui souhaitait avoir des témoignages de personnes donc ayant pratiqué l'hypnose, et c'est votre cas, Thierry. Tout à fait. En fait, moi, à l'âge d'une trentaine d'années, j'ai eu des crises de spasmophilie, on peut appeler ça comme ça. En fait, je pouvais plus me rendre à un rendez-vous sans suffoquer, être totalement angoissé, avec une espèce d'envie de m'échapper permanente. Donc sur le plan professionnel, c'était vraiment catastrophique. Je pouvais plus survivre à ça, et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et évidemment, c'est complètement dans la tête. Donc de fait, l'hypnose me paraissait être une bonne méthode, sans passer par les médicaments et la pharmacie classique. Et du coup, je suis allé faire des séances d'hypnose avec une psychologue, donc qui pratiquait l'hypnose. Et en 8-10 séances, ça a été formidable. Je me suis complètement sorti de ce truc-là, qui était arrivé complètement par hasard. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans cet état-là. Et en fait, ça a extrêmement bien fonctionné. Et paradoxalement, je finis l'histoire très très vite, mais paradoxalement à ça, il y a 3 mois de ça, j'ai recommencé l'hypnose pour essayer d'arrêter le tabac. Oui. Et alors là, une espèce d'échec total. Voilà. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Alors que on pourrait penser que c'est plus simple, parce que pour les problèmes que vous évoquiez, c'est quand même assez lourd. Hein, Tout à fait. Incroyable, incompréhensible. Je pense que c'est pas une histoire de thérapeute. Je ne comprends pas. C'est pas le même que vous aviez consulté. Non, je crois pas. Non. Et le tabac, vous fumez depuis combien de temps, Thierry ? Je fume malheureusement depuis une bonne, j'oserais dire, 30 d'années, un peu honte, voilà. Non, écoutez, il n'y a pas à avoir honte, hein, c'est une vraie dépendance, hein. Ouais. Bon moment d'arrêter, et je m'étais dit, j'avais entendu que du bien sur ce médecin, hein, donc qui pratique de l'hypnose, qui fait ça à l'hôpital, donc dans des situations tout à fait officielles et conventionnelles. Oui. Et pour autant, et donc 3 témoignages d'amis qui m'avaient conseillé d'aller voir ce type, comme quoi l'histoire du thérapeute, c'est ce que vous disiez est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une histoire de personnes et de rencontres et de feeling et de choses qui passent et qui passent pas, et vis-à-vis d'individus vis-à-vis desquels on se sent en confiance ou non. Et là, c'est quelque chose d'important dans l'hypnose. Oui, tout à fait. Oui, ça joue, c'est certain. Pour la fille de cette Marie, je crois, hein, c'est ça ? Oui, Marie. Pour ce qui concerne, en tous les cas, c'est cette spasmophilie, je crois que c'est ce qui la perturbe. Et agoraphobie. Je pense que c'est vraiment une bonne méthode, hormis le passage que vous disiez tout à fait exact par un psy ou un psychanalyste, un psychiatre ou peu importe. Un psychiatre, là, je pense. Hein, pour des problèmes d'agoraphobie, il faut quand même voir un psychiatre, là. Parce qu'un traitement peut l'aider, vraiment. En tous les cas, l'hypnose telle qu'elle est pratiquée, notamment ericksonienne, celle dont on parle, celle dont je parle moins, en tous les cas, elle est extrêmement efficace parce qu'elle est aussi mêlée du yoga. Et le yoga, c'est quoi ? Ce sont des respirations, c'est une posture à appréhender dans des situations justement d'angoisse, où on apprend à se contrôler, à respirer, et tout d'un coup à justement prendre de la distance et du recul par rapport aux situations qu'on vit mal. Et en l'occurrence, ça fonctionne, quoi. C'est vraiment, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on guérit pas du jour au lendemain sur un claquement de doigts, mais en revanche,
on apprend à gérer son stress, à gérer son angoisse, et petit à petit, elle va disparaître et on va dans n'importe quelle situation. Et pour autant, j'en ai fait l'expérience. Après avoir fait ces séances d'hypnose, j'ai subi ce qu'on appelle une fibroscopie. Fibroscopie, c'est une situation, donc c'est un espèce de tube qui permet d'aller voir ce que vous avez dans l'estomac. Et j'avais fait ça, j'avais demandé à ne pas avoir d'anesthésie parce que j'avais un rendez-vous dans la foulée. Et en gros, je me rendais pas compte de l'inconfort, on va dire, de la situation. On vous enfonce un tube dans la gorge qui doit mesurer 1,50 m ou 2 mètres, je ne sais pas. Et c'est évidemment, on a l'impression de ne pas pouvoir respirer, de suffoquer, c'est épouvantable. Et grâce à ces séances d'hypnose que j'avais pratiquées 3 mois avant, j'ai vaincu le stress, je suis sorti de cette situation, j'ai pris du recul, de la distance par rapport à la situation, et j'ai relativement bien vécu la séance en question. Donc comme quoi, il y a quand même une efficacité. Ah oui, non, mais ça c'est certain. Hein. Ça c'est certain qu'il y a une efficacité dans l'hypnose. Hein. Ça c'est, voilà. Elle est réelle. Et vous l'aviez pratiqué. Vous avez vu un thérapeute à l'hôpital, parce que Cathy me dit effectivement il y en a dans certains CHU. Donc pour Marie, je sais pas si vous êtes dans une grande ville, moyenne ville, mais il y a. À Paris, donc plutôt grande ville, mais Et vous, Marie? Dans une grande ville. Bon, bah alors renseignez-vous, parce que dans les CHU, il y en a. Hein. Oui. Il y en a. Et c'est quand même une sécurité. Tout à fait. Vous voyez, par rapport. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens très bien aussi qui la pratiquent en libéral, hein, mais ça peut être quand même une sécurité, parce qu'on voit parfois des trucs un peu farfelus en ce moment. Oui. Donc, il y a des histoires un peu bizarres, c'est sûr. Il y a des histoires un peu bizarres, et notamment, oui. Donc, renseignez-vous, vous quand même mieux mettre des choses un peu de sécurité. Et puis, bon, déjà que votre fille voit la psychiatre, voilà. D'accord. Avant. Je suis d'accord. Mais merci beaucoup, Thierry, d'avoir répondu avec plaisir à cet appel. Beaucoup de mails. Merci, au revoir, Thierry. Voilà, et puis bon courage pour l'arrêt du tabac, c'est pas facile. On va commencer autre chose. Je vais tenter autre chose. Merci, voilà, ne vous découragez pas. Au revoir. Merci. Alors, des messages aussi pour vous, Marie. Jean-Jacques dit: je me soigne depuis plusieurs années avec un docteur très compétent. Et je soigne des angoisses profondes. Quand je sors de chez lui, je suis transformée. Il insiste pendant la séance sur l'effet positif de ma vie, ce que je ne sais pas bien faire. Et ces faits, quand on est en état d'hypnose, pénètrent plus facilement, d'où le pouvoir du thérapeute. Alors là, j'ai... Tiens, Eddie qui dit: pour lutter contre l'agoraphobie, le karaté a montré des résultats positifs très intéressants. Tiens, ça, j'avais pas encore vu ça, mais enfin, encore faut-il pouvoir sortir de chez soi, parce que le problème de l'agoraphobe, c'est qu'il n'arrive pas à sortir de chez lui. Donc Pierrot, lui, me dit: j'ai fait de l'agoraphobie également très jeune, 13-14 ans, rien ne vaut un psy. Ça a mis 1 an avec un rendez-vous par semaine, mais maintenant plus de problème, nous dit Pierrot. Et apparemment, son psy lui a appris à relativiser son stress et l'a appris à respirer. Voilà un petit peu les messages que j'ai reçus pour vous, Marie. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est bien que votre fille se soit décidée quand même à prendre rendez-vous là, qu'elle sorte de cette spirale, qu'elle sorte déjà. Hein, voilà, et qu'elle aille de l'avant, parce qu'il faut qu'elle puisse aussi quand même mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Merci de votre appel. Au revoir, Marie. C'est moi. Bonsoir, Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Je suis désolée, mais je viens d'avoir des messages me disant qu'il y a un problème avec le répondeur pour le public, pour l'émission en public. Donc, bon, on va transmettre. Je suis désolée, il y a apparemment un problème technique. On a bien eu vos messages. Je vais faire suivre et faire remonter l'information. Je vous prie de m'excuser. On n'en avait pas eu connaissance.
n'est pas moi qui m'occupe des répondeurs, mais soyez assurés que je vais transmettre. Donc, en revanche, pour les témoignages sur ce que cette émission a pu changer dans votre vie, ça marche. 39 21 choix 2 pour cette émission qui aura lieu en public. On va s'en occuper. Merci beaucoup. Deuxième heure de cette libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions au 7 21 21, en commençant par le mot nuit. Un petit clin d'œil amical à Eridan qui me dit: que me conseillez-vous, Caroline? Dois-je avouer à mes amis que chaque nuit de 23h à 1h, je suis en orbite autour de la Terre? Que vous dire, que vous écrivez très joliment. J'ai reçu vos textes et je vous ai déjà suggéré d'en lire peut-être un soir à l'antenne, de le partager avec nos amis de la nuit. Je sais que vous êtes un peu timide. C'est vrai que parfois on est plus à l'aise avec une plume qu'en parlant comme ça au téléphone. C'est un peu le cas de Clara aussi, qui écrit très joliment et qui vient de m'envoyer un joli message. À vous de choisir, ma chère Clara. Il y a également des messages qui arrivent suite au témoignage, celui de Kamel, Mathilde. Kamel, c'est cet homme de 33 ans qui, dans ses relations amoureuses, constaté qu'il était toujours dans un schéma de répétition. Mathilde dit: j'ai fait exactement comme ce jeune homme, choisir des hommes à qui je pouvais être utile parce que je ne me croyais pas capable d'inspirer de l'amour. Et puis, à propos de Marie qui parlait de l'hypnose, un message au 7 21 21 qui n'est pas signé, qui dit: effectivement, chacun sa thérapie. Le principal est d'être convaincu de ce qu'on entreprend. Pour moi, l'hypnose était la seule solution parce que j'étais convaincue. Un petit à propos du 9 décembre et de l'émission, la décennie de l'émission, de qu'est-ce que ça a pu changer dans votre vie. Le Trublion m'écrit, il dit: moi, je ne sais pas, Caroline, mais alors de Moumoun, vous avez définitivement changé la vie. On me demande même de ces nouvelles jusqu'au Canada. Un grand bonjour à tous les auditeurs du Québec et d'ailleurs, signé Moumoun et le Trublion. Bah alors, qu'est-ce qu'il attend, Moumoun, pour faire 39 21 choix 2 avec sa patoune, hein? On serait ravis de l'entendre pousser un petit miaulement dans le combiné ce soir-là. Allez, on va accueillir tout de suite Dominique. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Dominique. Voilà, je vous appelle, je vous remercie d'avoir sélectionné mon appel. Je vous en prie. Et en fait, on s'était déjà parlé il y a quelques années. Oui. Dans les années 2005 à peu près. Oui. Et puis une fois aussi en 2007. Et en fait, bon, c'était un peu pour faire le point quelques années plus tard sur ma situation, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu, je rejoins un petit peu le témoignage de Kamel tout à l'heure en début d'émission. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai tendance à être dans un schéma de reproduction comme ça dans les relations que j'ai. Mmh. Et là, moi je fais un constat, mais moi, bon, j'ai plus âgé que Kamel, j'ai 52 ans déjà. Oui. Et je suis encore un constat où je suis vraiment amer parce que bon, la vie a fait que je me suis toujours été seul, quoi. J'ai toujours été très seul et dès que je connais quelqu'un, le peu de relations que j'ai,
avec sentimentalement, ça se solde toujours par des échecs, quoi. Pour quelle raison, selon vous? Mais en fait, c'est suite aussi à un passé. Bon, disons que je suis assez lucide sur ce qui m'arrive, parce qu'en même temps, c'est ça aussi qui est un peu difficile, parfois, peut-être encore plus difficile à admettre, parce que... Ah, la lucidité, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que comme je fais une psychothérapie depuis 7 ans, oui. Et je suis toujours suivi par une psychiatre depuis 14 ans, et bon, j'ai un passé... disons au niveau de l'adolescence, j'ai eu une expérience en psychiatrie et suite à une mauvaise communication avec ma famille, quoi. Pourquoi il y a eu une expérience en psychiatrie à l'adolescence? Ben en fait, ça s'est soldé comme ça, c'est-à-dire que j'avais 23 ans et puis j'avais arrêté mes études, disons que j'étais déjà pas bien à l'adolescence, quoi. J'avais déjà un terrain fragile au niveau psychologique. Et ensuite, ça ne s'est pas arrangé. Bon, j'ai arrêté mes études. Je suis resté dans le cocon familial. Et puis, à un moment donné, à 22 ans, ben, j'ai éclaté parce que j'en pouvais plus. J'étais un peu comme un fusible. Et puis, c'est moi qui étais le fusible. Et puis, j'ai été hospitalisé d'urgence comme ça en psychiatrie avec les pompiers. Et puis, ça a été assez même... spectaculaire parce que ça se passait dans un petit village et ça m'a encore plus inquiété parce que je me suis senti vraiment comme quelqu'un que tout le monde était au courant dans le village. Mais ça peut arriver au moment de l'adolescence, ce genre de choses, sans pour autant qu'on soit stigmatisé. Enfin, sur le moment, évidemment, dans un petit village, tout le monde parle, mais au moment de l'adolescence, c'est pas pour autant qu'on est stigmatisé à vie. Non, mais disons que je l'ai longtemps vécu comme ça, quoi. Oui, mais effectivement, j'entends aujourd'hui, vous me dites, je suis seule, je suis amère et j'ai toujours été seule, comme si c'était quelque chose qui devait vous coller à la peau. Alors j'entends que à l'adolescence vous vous sentiez très seul. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez toujours dans ce sentiment, dans ce vécu, que c'est pas seulement un sentiment, dans ce vécu de solitude? Moi je ne sais pas en fait. J'ai tendance à penser à être un peu fataliste dans ces temps derniers parce que j'ai toujours été. Bon, j'ai eu un parcours professionnel qui a été un peu chaotique parce que j'ai travaillé, étant donné que j'étais par cette dépression, j'ai travaillé dans le domaine du travail protégé, avec l'aide de la Coterep, enfin ce qu'on appelait la Coterep à l'époque, ça n'existe plus maintenant. Mais ce qui fait que j'ai eu un parcours où j'ai été amené à souvent rencontrer des gens qui étaient un peu dans des cas similaires aux miens, quoi, c'est-à-dire avec plus ou moins dans les plusieurs degrés, quoi. Et j'ai toujours eu comme seule référence le handicap, entre guillemets, bon, c'est un mot qui fait un peu peur, mais le handicap mental, en même temps, ça n'est pas écrit sur le front d'une personne, vous voyez. Pour ces problèmes de dépression ? Pour ces problèmes de dépression. Et actuellement, aujourd'hui, si on me voit comme ça, ça ne se voit pas, bien sûr, mais moi, je suis toujours très dépressif et là, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même de plus en plus. Et... Ça veut dire que, donc, dans votre vie, comment se déroulent vos journées actuellement ? Même moi, mes journées sont très... là, j'ai eu un été là, qui a été assez agité parce que je me suis cassé le coude et j'ai eu une fracture. Bon, j'étais plâtré 15 jours et j'ai eu une attaque de panique qui est quelque chose que je n'avais pas connu non plus dans mes divers symptômes psychiatriques, et j'étais paniqué et puis j'étais obligé d'appeler le SAMU et on m'a mis aux urgences en psychiatrie pendant 5 jours parce que justement j'étais dans un état de fatigue morale, psychique terrible, quoi. Et j'étais à bout et je suis arrivé vraiment en catastrophe et j'ai même cru que j'allais y rester parce que j'ai eu la présence d'esprit de prendre mes clés, puis de sortir tout de suite, aller à la cabine téléphonique et puis téléphoner au SAMU, bon, qui m'a pas pris au sérieux, mais bon, heureusement, il y a un taxi qui m'a pris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en catastrophe, comme ça, à 6 heures du matin, aux urgences en psychiatrie.
Et ça a été un traumatisme pour moi parce que je me suis revu 20 ans avant en psychiatrie et j'ai eu peur que ça recommence, quoi. Je me suis dit, ça y est, le cauchemar recommence. Oui, mais vous savez, Dominique, on peut se retrouver en psychiatrie pour une attaque de panique parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de spectaculaire. Il y a une angoisse, une crise d'angoisse majeure. Ça va au-delà. On parle de crise de panique et donc beaucoup de personnes peuvent se retrouver là, hospitalisées d'urgence, pour autant sans être du tout dans la maladie mentale. Alors évidemment, vous, je comprends mieux que vous me parlez maintenant de l'adolescence, alors que vous êtes un homme de 52 ans et que vous avez été hospitalisé à 14 ans, mais ça vous a ramené là cet été à cet épisode-là. Hein, ça a réveillé tous ces souvenirs-là. À l'âge de 23 ans, la première fois, quoi. D'accord, je croyais que c'était au moment de... J'avais compris 14 ans. Non, à l'âge de 23 ans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que mon problème, en fait, réside vraiment, parce que je l'ai analysé au cours de mes séances de psychothérapie, c'est que il y a un très mauvais relationnel avec ma mère. Et ma mère, pour moi, la référence féminine, quoi, c'est qu'un fils a de la femme, quoi. C'est la mère, et en fait, elle n'a jamais été là pour me valoriser, quoi. Et en fait, je crois que tous mes problèmes viennent de là. C'est-à-dire que même dans le relationnel, les femmes que je rencontre, c'est souvent des femmes, un peu comme justement disait tout à l'heure Kamel, où je suis un peu la béquille qui va aider, qui va enfin ramer pour aider la personne à s'oublier elle-même, quoi, à s'oublier soi-même. Et c'est ça en fait le problème. Et j'en ai encore une expérience récemment, là, il y a quelques semaines, où j'ai fait tout pour une personne mais j'étais épuisé, je faisais ça sans compter, même plus que ce que j'aurais fait pour moi-même, quoi. Alors je sais pas pourquoi j'ai un comportement un peu... Et comment ça c'est-à-dire elle a fini par vous quitter? Ben c'est moi qui a en fait coupé ma carte SIM de mon portable parce que je voulais mettre un terme à cette... Ah, c'était radical, dites-moi. C'était radical et c'était à la fois dur pour moi, parce que je peux être encore amené à la rencontrer, qu'on est dans la même ville. Et en même temps, il y avait un côté où ça pouvait être satisfaisant pour moi. Il y a des moments, surtout que je sortais de cette chute et de cette hospitalisation. Mais en même temps, ça a été... c'était une personne qui était très gravement malade, qui avait beaucoup de souffrance, qui avait connu la grande souffrance aussi, parce qu'elle avait une maladie de Crohn, et c'est une maladie très invalidante. Ah oui. Et c'était très... Moi, j'avais vu ça de l'intérieur en la fréquentant, et ça a été très douloureux pour moi de vivre ça. Et j'en ai gardé un souvenir, ça me donnait des crises de larmes tellement j'étais affecté par ça, quoi. Tellement j'en étais détruit, quoi, presque... Oui, ça vous détruisait, vous. J'avais l'impression que si je continuais, j'allais tout droit dans le mur, quoi. Donc vous avez bien fait d'arrêter. Et j'ai arrêté, et là, je me sens un petit peu mieux, mais j'ai passé encore quelques semaines par des crises de larmes. J'étais vraiment dans un état comme si j'étais cassé, quoi, vraiment. Mais dans un message que vous me laissiez sur le répondeur, Dominique, vous me disiez que vous aviez plusieurs cordes à votre arc et que vous aimiez, vous étiez quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, la chorale. Oui, je vous en avais parlé à l'époque d'ailleurs, parce que je faisais partie d'une chorale et puis j'avais même fait la contrebasse, j'avais appris la contrebasse. Oui. Mais disons que depuis ces années-là, maintenant ça fait déjà pas mal d'années, parce que ça remonte peut-être même avant 2005 que je vous avais appelé. Et en fait, j'ai arrêté tout ça. Et pourquoi ? Parce que bon, il y a eu des événements aussi, le groupe s'est dissous, n'existait plus. Et puis depuis ce temps-là, on me dit toujours, vous savez, il y a une chorale à tel endroit, si vous voulez, vous pouvez y retourner. Et je n'y vais pas parce que je n'ai plus on dirait que c'est comme si je n'avais jamais connu ça avant. Parce que c'est comme si j'avais démissionné, on dirait. Et oui, mais c'est dommage. C'est dur de dire ça, mais ça paraît à mon âge. Mais c'est regrettable parce que vous avez une sensibilité, vous avez vous aimez cela, vous avez on vous reconnaissait un certain talent. Et vous qui êtes tellement avide de nouer des liens, qui souffrez de cette solitude, il n'y a rien de tel
que de faire partie d'une chorale pour nouer des liens avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'au départ, ça va vous coûter. Le premier pas, d'aller vous inscrire et de dire je souhaiterais faire partie de cette chorale. Mais le bénéfice en sera immense. Oui, Au départ, ça va vous coûter, ça va vous demander de l'énergie de prendre sur vous. Mais si vous restez chez vous à comptabiliser vos blessures, vos déficits, vos carences relationnelles, votre amertume, à ressasser votre amertume, il ne se passera rien, Dominique. Oui, je sais. Mais c'est pour Effectivement, ça que vous allez rester dans votre dévalorisation, dans votre pessimisme, et la vie va être très sombre. Oui, c'est ça. Alors, même si vous avez ce travail que vous faites en psychothérapie depuis 7 ans avec votre psychiatre, où là vous pouvez parler de ce lien avec votre mère, cette mère qui ne vous a jamais porté, valorisé. Bon, vous parlez pas de votre père, c'est important aussi en tant que... Mon père est décédé il y a 6 ans, mais disons que mon père était encore, lui, quelqu'un qui m'avait donné beaucoup de valeur parce que justement, étant qu'il était dans l'enseignement, bon, et donc il avait quand même, il y avait toute une rigueur, des choses qu'il nous a fait passer, bon, que je peux pas lui nier, au contraire. Mais disons qu'il est parti trop tôt et puis... Vous aviez quel âge? Moi c'était il y a 6 ans, c'est-à-dire c'était en 2004. Bon, j'avais 48 ans, quoi. Oui, vous étiez... Bon, c'est toujours trop tôt, mais vous étiez un homme quand même, construit. Mais disons que depuis ce temps-là, ma mère vivant avec mon frère, qui est toujours sous son toit, lui n'est jamais parti de la maison. Alors il a 49 ans, mais il est très très proche de ma mère. C'est une relation très fusionnelle. Alors forcément, depuis la mort de mon père, ils se sont encore plus ligués tous les deux. Ils ont une relation très 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 proche, quoi. Et moi, évidemment, je me sens tout le temps en position de celui qui est rejeté, quoi. Et comme je n'habite pas chez eux, puisque moi je suis en appartement, moi je suis indépendant. Et eux, ils sont dans une maison à la campagne, mais disons que quand je leur demande de l'aide, en fait, c'est souvent de l'aide un petit peu financière, bon, parce que je suis en difficulté. Je perçois une pension d'invalidité, c'est pas évident toujours de joindre debout. Mais en même temps, j'ai pas le beau rôle, quoi, parce que je suis toujours celui qui empêche de tourner en rond, quoi, parce que quelque part, le fait que ma mère soit très proche de mon frère, ça fait que confirmer que le rejet que je ressens de leur part, quoi. C'est pour ça que je suis toujours en train je voudrais arriver à faire la paix avec ça, en fait, moi. Vous voyez? C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes encore dans la position de celui... C'est très difficile parce que vous dites vous vous sentez rejeté. Donc faire la paix, il faudrait faire la paix avec vous-même surtout. Parce que pour le moment, vous êtes dans la position encore de l'enfant qui attend de sa mère de la reconnaissance, de l'amour. Et donc vous n'êtes pas en paix. Vous êtes dans cette position, alors même si ça se traduit par de l'argent, finalement l'argent viendrait en quelque sorte compenser l'absence d'affection qu'elle vous témoigne et qu'elle ne vous témoigne pas et qu'elle témoigne à votre frère. Mais en restant dans cette position d'attente, vous vous faites beaucoup souffrir. Donc plutôt que de rester dans cette position d'attente, il faudrait essayer de vous ouvrir et de vous ouvrir à d'autres. Et vous avez cette chance, ce talent, Dominique, cette sensibilité, finalement, d'avoir ce goût et ce don pour le chant et pour la musique. Et là, au fond, ça peut vous permettre d'exprimer aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes ces blessures, et par là même, de vous faire plaisir, et par là même, de nouer des contacts avec d'autres personnes, ce que vous recherchez aussi. Oui, c'est ça. Parce que il y a rien de tel, je vous le répète, pour créer du lien et pour créer des contacts. Oui, c'est sûr. Et le problème, c'est que j'en suis tout à fait conscient. On dirait que... Mais il faut y aller.
j'ai un comportement parfois un peu incohérent parce que je suis un petit peu autodestructeur. J'ai comme si j'avais deux personnes en moi-même. Complètement. Et c'est tout le temps en train de se bagarrer à l'intérieur de moi-même. Mais est-ce que la psychiatre là qui vous suit actuellement, donc en thérapie, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous faites une thérapie la parole? Oui, par la parole, oui. Et Cathy dit quel bénéfice actuellement vous tirez de cette thérapie? Disons que là, j'ai l'impression, si vous voulez, actuellement, même là, vous appelez, bon, ce soir, c'était un peu pour faire aussi le point par rapport à ces années passées. Mais en même temps, je vous cache pas que répéter cette histoire-là, comme je vous la raconte ce soir, ça devient pesant à force parce que j'ai toujours l'impression de répéter tout le temps la même chose. Mais oui, mais ça va pas si vous répétez. Enfin, si vous voulez en thérapie, on se répète beaucoup, cela dit. On se répète pour à un moment s'entendre. Et pour entendre autre chose. Et c'est un peu le lot des thérapies. C'est vrai qu'on se répète et puis à un moment, on arrive à vaincre ces résistances. Si on veut aller au-delà, c'est-à-dire aller au-delà de la souffrance et donc accepter qu'il y ait du changement, parce que sinon on est dans la répétition. C'est ce que vous avez dit, la répétition du même. Or c'est pas ça la vie, Dominique. La vie, il y a quelque chose. La vie, c'est imprévisible. Or vous, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'effectivement vous revenez toujours au même scénario. J'ai pas été aimé, j'ai pas été considéré, donc et vous embourbez là-dedans. Je sais que je perds mon temps parce que si j'avais, il suffit pas de le comprendre intellectuellement, il suffit que il y a aussi le déclic qui se fasse à l'intérieur de soi-même. Parce que je sens que moi, je peux très bien vous l'expliquer là comme ça avec des mots, mais tant que ça sera pas imprimé dans la tête, dans mon subconscient. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que est-ce que sur le plan, par exemple, vous êtes suivi également par une psychiatre, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous prescrit un traitement aussi? Oui, j'ai un traitement là qui d'ailleurs a été augmenté dernièrement à cause de cette panique. À cause de cette attaque de panique, ça se comprend. Oui. C'est lourd en plus à supporter parce que ça ajoute aussi un petit peu, ça compense, mais ça m'enlève un peu les angoisses très fortes, mais en même temps, ça me donne un état un petit peu de passivité. Ça vous assomme un peu. Bah oui, mais en même temps, le problème, c'est ponctuellement aussi. Étant donné que vous avez une attaque de panique, c'est pour éviter que ça se reproduise. Donc ponctuellement, vous avez ça. Mais c'est vrai que ça vous met dans un état un peu second. C'est peut-être un bien grand mot, mais un peu peut-être un peu poussif, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis là j'ai fait une démarche parce que ça n'allait tellement pas bien avec ma psychiatre au niveau de mon état, il n'était pas vraiment bon et j'étais très anxieux, j'avais des crises de larmes. Alors je lui ai dit écoutez, faut trouver une solution. Moi j'ai envie de changer de cadre parce que je suis toujours dans le même milieu aussi dans ma vie. Et alors j'ai proposé, est-ce qu'on pourrait pas envisager une prise en charge en maison de repos pendant ne serait-ce que 3 semaines. Oui. Et là, j'ai reçu aujourd'hui l'avis favorable du médecin de l'établissement, ce qui fait que je vais certainement partir d'ici 3 semaines, 3 semaines, un mois, disons, dans une maison de repos, disons, dans mon département, par côté. D'accord. Donc ça va vous faire du bien? Alors ça va me faire, déjà quitter un petit peu changer un peu de rythme votre environnement, changer de rythme de vie, être dans un lieu, j'espère certainement on peut penser agréable, dans un cadre aussi, parce que c'est difficile quand on ne va pas bien de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, d'avoir un bon rythme de vie, de bien s'alimenter, de bien d'avoir des horaires. Il y a un problème beaucoup avec l'alimentation parce que avec le traitement, j'ai pris du poids et puis je m'alimente de plus en plus mal. Oui. Et puis dans les horaires, vous devez dormir pas mal et puis peut-être pas un peu de façon décalée. Donc là, vous allez retrouver un rythme de vie un peu plus sain, on va dire, pour faire vite. Donc avec certainement des activités qui vont vous être proposées. Des personnes autour de vous, que ça soit dans l'équipe, et puis aussi d'autres personnes qui seront là, autour de vous. Profitez, vous allez partir 3 semaines là. Moi
normalement en 3 semaines, 1 mois maxi à peu près. Quoi. Profitez de ce moment pour vraiment vous reposer, vous comment dire, un peu vous recadrer, vous bichonner un peu, vous remettre dans un rythme avec un peu des horaires, un peu un cadre, vous dire que allez, vous repartez sur d'autres bases et au retour, fixez-vous un objectif. Faut vous fixer, il faut commencer petit, en disant tiens, au retour de mes 3 semaines, je vais aller m'inscrire à cette chorale dont on m'a parlé. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Voyez ? Comme dit Brigitte, qui envoie un petit message, elle dit contre cette dépression, écoutez votre voix intérieure, choisissez déjà une activité dans laquelle vous vous sentirez vivant. Donc au retour, vous pouvez vous dire, bon, vous serez certainement beaucoup mieux quand vous allez revenir de ces 3 semaines. Profitez de ce regain d'énergie. Vous voyez, quand vous allez vraiment, ne laissez pas retomber, parce que ça peut retomber. Vous vous dites, à votre tour, allez, je vais m'inscrire. Prenez les coordonnées au besoin avant, voyez, de partir. Et au retour, vous fixez cet objectif, je vais m'inscrire à la chorale. Et vous y allez, Oui, c'est ça, c'est sûr. Et vous y allez, et vous allez voir que là, vous allez certainement trouver un bien-être, vous sentir vivant, comme le dit Brigitte, et vous créer... avoir des relations, et peut-être parmi ces relations, des amis. Des messages qui arrivent pour vous, Dominique, pour conclure. Il y a Pauline qui dit « Occupez-vous l'esprit, ne vous enfermez pas dans votre souffrance. C'est dans la musique qui vous anime que vous trouverez la reconnaissance dont vous avez besoin. » Un autre message qui n'est pas signé, qui dit « Allez, haut les cœurs, Dominique, votre histoire est mienne, valorisez vos atouts et non vos échecs. » Et puis le subversif qui dit il ne faut pas attendre l'envie, il faut la devancer. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il dit c'est le lot du pessimiste de se lever et d'aller vers l'envie. D'aller vers l'envie, c'est ça. Créer l'envie, quoi, en fait. Créer l'envie. C'est la chanson de Johnny, qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Voilà, c'est ça. Vous la passez en boucle quand vous serez là-bas et puis vous allez rentrer regonflé d'énergie. Et il y a une chose aussi que j'ai du mal aussi toujours, c'est de me mettre dans un livre, vous voyez. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est normal parce que quand dans l'état où vous être d'une dépression comme ça assez profonde, on a du mal à se concentrer, Dominique. Et même une émission de télévision, vous voyez, un programme un peu long, je vais avoir du mal à rentrer dans le programme, dans le truc. Quoi, vous décrochez. Je décroche facilement, ou alors je vois un peu les généralités, puis... Vous décrochez, mais ça c'est parce que vous avez du mal à vous concentrer, et en plus avec le traitement que vous avez, si vous voulez, ça joue aussi sur votre concentration. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vos facultés, elles ne sont pas atteintes dans le fond. Non, vous voyez, c'est l'effet de la dépression. Quand on est en dépression, on est moins concentré, on mémorise moins, voire plus, et tout ça, on le récupère après. Et les traitements que l'on prend n'aident pas, si ce n'est que les antidépresseurs aident à retrouver cette capacité à se concentrer. Mais là, bon, il y a quelque chose de plus profond, donc c'est normal que là, vous n'arriviez pas à vous concentrer. Mais il n'empêche, peut-être, pendant que vous serez dans cette maison-là de convalescence, amenez-vous quand même quelques bons bouquins, mais ou un peu quelque chose, pas des livres qui vous tombent des mains, de toute façon. Vous voyez, des histoires que vous aimez bien, un truc un peu, voilà, parce que là-bas, vous irez, je pense, mieux et vous aurez peut-être envie de lire. Oui, parce que il y a notamment une personne récemment qui m'a parlé d'un bouquin, là, qui me l'a d'ailleurs prêté. Il s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un livre de Laurent Gounel. Et c'est ce que l'on croit peut devenir réalité. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dedans. Et si vous preniez, Dominique, des livres peut-être qui n'ont rien à voir avec justement le côté lié à la dépression, à quelque chose comme ça. Mais je veux dire, un bon roman, une histoire ou un bon policier, enfin je sais pas, ou quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ça. Ouais. Alors peut-être que c'est un roman, je sais pas, donc L'homme qui voulait être heureux, c'est quelque chose d'un peu psy. Oui, je pense que ça relative un peu au développement personnel. Mais et après tout, si vous laissiez tomber ça? Oui, parce que c'est une personne qui m'avait soigné justement. Elle, c'était pas par l'hypnose justement dont vous parliez tout à l'heure, c'était par le Reiki. Et le Reiki, c'est une méthode aussi un petit peu
basée sur l'énergie, sur la... Oui. Bon, qui n'est pas forcément mauvaise. Non, tout à fait. Mais bon, cette personne m'avait donné comme ça des petites... des lectures, des idées. Mais peut-être que justement, si vous profitiez, je sais pas, moi c'est une suggestion, après si vous voulez amener parmi vos lectures aussi des lectures plus développement personnel ou pourquoi pas, mais pourquoi vous prendriez pas aussi un bon roman, un bon truc, vous voyez, quelque chose qui, je sais pas, vous allez dans une librairie, vous regardez des livres, ça peut être un roman policier, ça peut être un roman, je sais pas, quelque chose, voilà, vous regardez la dernière page et vous dites, tiens, ça, j'aimerais bien le lire. Quelque chose qui a rien à voir avec la psy, à la limite. Oui, vous en sortiez un peu. Oui, parce que je suis tellement là-dedans. Vous êtes dedans tout le temps. Donc, demain matin, changez un petit peu, Dominique, je pense. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain matin à 9h30 encore chez mon psy. Vous voyez, voilà, sortez-en un petit peu. Enfin, non, très bien avec vos séances, mais le reste, sortez-en. Oui, c'est ça. Allez, prenez soin de vous en tout cas. Il y a un message de First Lisa qui dit « Je pense que Dominique devrait essayer d'aller de l'avant pour s'apaiser et grandir, ne plus rien attendre de sa mère. Je lui souhaite de tout cœur en tout cas. » Non, c'est sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Dominique ? Il faut qu'on conclue. Je voulais simplement dire, avant de vous quitter, je voulais transmettre un petit bonjour à une dame qui m'est chère, avec qui j'échange souvent au téléphone, qui aura bientôt 80 ans dans quelques jours, qui s'appelle Cécile. Elle se reconnaîtra, elle habite à La Rochelle. Elle va sur ses 80 ans et je suis sûr qu'elle m'écoute. Ça me fait plaisir de lui passer le bonjour. Eh ben, elle se reconnaîtra alors. Elle se reconnaîtra. Prenez soin de vous, Dominique, en tout cas. Voilà. Au revoir. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Comme dit Sergio, Monsieur Bertrand Rutilly est sûrement de la famille de notre Majesté Georges. Oui, mais je peux même pas lui dédicacer. Il dort. Notre Majesté se couche tôt pour gérer les affaires de son royaume. Il était là au début de cette émission, le temps d'envoyer un petit message. Puis il a eu une dure journée, un dur week-end. Alors il m'a dit je vais me coucher et voilà. Donc on peut même pas lui dédicacer. Allez, un petit message encore de Brigitte pour Dominique qui dit profitez de ce petit séjour pour vous régénérer un peu et oubliez votre sentiment de fatalité. Vous avez droit à une vie plus épanouie. Merci pour vos conseils de lecture. Un message qui me dit allez, Alexandre Dumas. Il n'y a rien de tel, les Trois Mousquetaires et puis tout Alexandre Dumas. C'est vrai que c'est merveilleux à revisiter. Sergio dit moi c'est mon livre de chevet, Chronique de la haine ordinaire de Pierre Desproges. C'est merveilleux, Desproges. Qu'est-ce qu'il nous manque, hein ? C'est vrai que bon, quoique, est-ce qu'il pourrait encore nous réjouir comme il le faisait aujourd'hui, Pierre Desproges, j'en doute. Jean-Pierre, lui, nous envoie un courriel en disant moi, je lui recommande L'île au trésor. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les petits messages ? Non, je crois que c'est à peu près tout. Allez, on va accueillir maintenant Alain. Bonsoir, Alain. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. En fait, j'ai pas eu la vie très facile ces dernières années. J'ai perdu ma femme d'un cancer et puis j'ai rencontré quelqu'un le 8 octobre, il y a un an à peu près. Et, je vous entends pas très bien, la liaison est pas très bonne, Alain. Oui, je sais, avec je vais essayer de parler un peu plus fort. En fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a un an. Oui. Et vous avez perdu votre femme il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Oui. C'était très dur parce que j'étais resté auprès d'elle nuit et jour à l'hôpital, donc c'était pas évident. Donc j'ai rencontré quelqu'un en me rendant, en faisant du bénévolat dans un home. Dans un home pour personnes âgées. D'accord. Et j'ai rencontré quelqu'un en rue. Je promenais ma chatte à bras et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. En fait, je n'ai appris que plus tard, évidemment. Elle se droguait depuis 4 ans.
Elle en était à la cocaïne. Vous êtes là? Oui, je vous écoute. Oui. Et c'est quand on ne connaît pas du tout ce monde de drogués, de dealers. Donc vous l'avez rencontré dans le cadre de votre activité bénévole? Non, pas du tout. Je l'ai rencontré en rue par hasard. Dans la rue? Oui, je me promenais avec ma chatte, comme je fais habituellement. Vous promenez avec votre chatte dans la rue? Oui. Ah, c'est rare de promener son chat dans la rue. Oui, mais c'est super, parce que je pense qu'on donne quelques instants, quelques moments de plaisir aux gens qu'on rencontre. Parce qu'elle se laisse caresser, elle se laisse même prendre à bras, c'est vraiment super. Et comme ça que je l'ai rencontrée, en fait, elle cherchait un appart, parce qu'elle vivait en colocation, et qu'elle ne pouvait pas prendre en colocation son fils de temps en temps. Bref, elle consommait de la cocaïne. Oui. Et je crois qu'elle était décidée à vouloir arrêter. Donc, je l'ai poussée à rencontrer un psychiatre. Oui. Et on pensait que la meilleure solution, c'était une hospitalisation dans un centre spécialisé. Mais on n'a pas été très suivi par le psychiatre qui estimait qu'il n'y avait qu'une chance sur deux pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc nous avons pris rendez-vous ailleurs. Le temps de prendre rendez-vous ailleurs, elle est décédée. D'une overdose? D'une overdose. Mais à ce moment-là, elle n'était pas avec moi. Et à ce moment-là, elle a pris une dose d'héroïne. Et qu'elle n'a pas supporté. Et je connais aussi des personnes qui prennent du cannabis. On parle parfois d'autoriser le cannabis. De le légaliser, oui. De le légaliser. Et personnellement, je ne crois pas que c'est idéal. Parce que même si c'est une drogue plus douce... Il n'y a pas de drogue douce, cela dit. Non, il n'y a pas de drogue. Là, je suis tout à fait quand on parle de drogue, alors évidemment, on ne peut pas comparer l'héroïne et le cannabis, néanmoins, et on ne peut pas faire de parallèle. Mais je crois que le terme drogue douce n'existe pas, en fait. La drogue, c'est de la drogue, voilà, je crois. Non, parce qu'on arrive à consommer, parce qu'ayant vécu avec elle pendant quelques temps, je sais qu'on consomme... Il y a des différentes phases lors de la consommation de la prise de drogue. Et on en vient inévitablement à consommer de l'alcool. Et pour terminer, on prend des calmants, à forte dose. Ça dépend. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit des polyaddictions, oui. En général, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a alcool, cannabis, et c'est rarement isolé. Non, oui. Ça va malheureusement ensemble. Donc, pour moi, ça serait un tort d'autoriser le cannabis. C'est un débat, c'est un débat complexe. C'est dommage, oui, vous le lancez en fin d'émission. Je vais vous dire pourquoi je le lance maintenant, pourquoi je vous ai appelé. J'écoutais en même temps France 2. Oui. Et à un moment donné, on a parlé du cannabis. Ce soir, là? Oui. Dans quelle émission? Mais c'était l'émission après Cold Case sur France 2. Dans Mots Croisés? Oui, dans Mots Croisés. Ah, dans Mots Croisés, l'excellente émission d'Yves Calvi. Oui. Ah, d'accord, ils ont parlé du cannabis. Oui. Avec les invités politiques. Oui. D'accord. Il y avait donc Marine Le Pen notamment. Enfin, je n'aime pas trop en parler d'elle, mais bon. Oui. Donc là, évidemment, elle était contre. Mais oui, ça. Là-dessus, elle avait peut-être raison. Oui, ça, bon. Mais donc, oui, d'accord, c'était pour ou contre la légalisation du cannabis. Non, pas du tout, mais on en a parlé. On en est venu à ce sujet un petit moment. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Le problème, c'est certains disent, ceux qui sont pour, disent qu'il y a, ça pourrait mettre fin à toutes ces économies parallèles.
toute cette économie parallèle. Mais bon, d'autres diront que de toute façon, ils trouveront d'autres substances, ils trouveront d'autres moyens de se faire de l'argent. Mais vous savez que derrière tout ça, c'est vrai que le fait, puisqu'actuellement c'est illégal, il y a toute une économie parallèle derrière. On le voit bien malheureusement. Et l'actualité de ce week-end, tragique, le montre aussi. Où c'est un argent incroyable, l'argent de la drogue. Écoutez, je le sais bien puisque j'ai vécu avec. Oui. Quelqu'un qui en prenait, je sais bien ce que ça coûtait. Je connaissais le dealer. Parfois, il était menaçant quand on n'avait plus d'argent. J'ai bien connu, quoi. Alors, il y a les gros bonnets que effectivement on n'attrape pas parce que. Et puis il y a tous les autres. Effectivement, c'est toute. Il y a toute une hiérarchie entre ceux les guetteurs qui sont souvent des mômes, les nourrices, c'est très hiérarchisé et c'est un vrai business. Oui, terrible. C'est terrible. Oui. Chez nous ici, moi j'habite Bruxelles. Chez nous, la plupart que j'ai connus, j'en ai connu une quinzaine, ils se déplacent par 3 ou par 4. Ce qui est terrible pour vous, Alain, c'est que c'est vrai que vous dites, bon, vous avez perdu votre femme il y a 3 ans et ça a été très, évidemment, déjà très douloureux. Et bon, en plus, vous dites, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Et puis là, vous rencontrez cette femme que vous essayez de sortir, d'aider, de sauver. Et puis malheureusement, elle est rattrapée. Au moment où elle veut s'en sortir, mais on entend souvent ce type d'histoire au moment où il y a comme ça l'envie de décrocher la prise fatale et l'overdose. Et vous n'êtes pas responsable. C'est ce que dit Osiris, qui dit vous n'êtes, et vous le savez, vous pouvez pas vous rendre responsable de n'avoir pu sauver. Je me sens quand même un petit peu responsable. Non. En quoi vous êtes responsable? Vous pouvez vous rendre en quoi? En quoi? Parce que je voulais vraiment l'en sortir et pour moi, c'est une catastrophe qu'elle soit décédée. Donc pour moi, c'est un échec. Oui, bien sûr que sur un plan humain, c'est une catastrophe. Mais vous n'y pouvez rien, vous, Alain. Il y a toute une histoire derrière, et il y a toute sa relation à sa dépendance, et puis il y a cette dose qui a été fatale, mais qui aurait pu l'être avant qu'elle vous rencontre, et vous n'y pouvez rien, Alain. Vous n'êtes évidemment pas responsable. Non, et qui maintenant, il faut penser à vous et à avoir essayé d'avoir malgré tout une vie, essayer peut-être d'être dans quelque chose d'un peu plus doux. On peut vous souhaiter d'aller vers quelque chose d'un peu plus doux pour vous, comme dit Prune, qui envoie un message, dire d'essayer de penser un peu à vous, parce que c'est vrai que la vie vous a pas épargné ces derniers temps. Non, c'est pas évident. Et il faut que vraiment vous sortiez de l'idée que vous êtes responsable. Ce qui est responsable, c'est certainement toute l'histoire de cette femme qui a basculé à un moment donné dans l'héroïne, et ça. Mais vous n'y pouvez rien, Alain. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il faut vous dire, et qu'il faut à l'avenir prendre soin de vous. Bon courage. Au revoir, Alain. Encore 2 titres de livres pour Dominique. Merci à Violaine qui dit des biographies. Pourquoi pas Alphonse Boudard, Mourir d'enfance, c'est plein d'humour. Et puis Guy qui dit le très beau livre de Michel Drucker, Rappelle-moi. Voilà, avec ça, il y a de quoi lire, l'ami Dominique. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.